constater dans certains pays, on est arrivé à fabriquer un phénomène de jeunes un peu désœuvrés qui s'attaquent à l'honorabilité des autres, qui applaudissent, voilà, les yeux fermés, ce qu'il ne faut même pas applaudir. Attendez, est-ce que ce n'est pas un procès d'intention? Non, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que moi, j'aime être factuel. Je ne suis pas en train de théoriser, je ne suis pas en train de citer des auteurs. Je suis en train de vous parler de ce que nous observons dans nos sociétés, dans la plupart des pays. Vous avez un ou deux exemples pour pouvoir mieux situer? Oh, il y a tellement d'exemples, on ne va pas appeler de nom. Vous avez vu, il y a certains pays, il y a un phénomène qu'on appelle le phénomène des clébés. Quand nous, on grandissait au village, les clébés sont ceux-là qui accompagnent les douaniers. C'est-à-dire qu'ils font les petites tâches quand le douanier dort, quand il va arrêter une moto, 120, Suzuki, tout ça là. Donc, ce sont les petites tâches. Mais aujourd'hui, on a ramené dans certains pays ce phénomène-là dans l'arène politique ou dans l'arène de la gouvernance. Et donc, ces gens, apparemment, selon certaines informations que je ne peux pas confirmer, sont payés pour applaudir tout ce qu'il ne faut pas applaudir et pour s'attaquer aux gens qui pensent le contraire que ceux qui sont au pouvoir. Est-ce que ce n'est pas une question d'ignorance? C'est justement ce que je dis. Quand vous connaissez vos droits et devoirs, quand vous savez ce que c'est que l'état de droit, quand vous savez ce que c'est que la démocratie, vous ne pouvez pas faire ce genre de travail. Vous ne pouvez pas mettre votre honneur, le nom qui ne vous appartient pas, que vous avez hérité de votre père, lui aussi l'a hérité de quelqu'un d'autre. Vous n'avez même pas le droit de souiller le nom. Et donc, on se permet, ça dit sans crainte, de se mettre sur la toile, sur des chaînes de télévision, et on souille les noms en défendant des principes qui sont des principes qui ne sont pas consacrés par les textes. Or, ce qui nous gouverne dans une république, ce sont les textes. Et l'autre chose, le professeur l'a rappelé tout à l'heure, quand on a parlé de l'état de droit, on a fini de systématiser. On vous dira, je ne vais pas citer d'auteur, que la finalité de l'état de droit, c'est la protection du citoyen contre l'arbitraire. Donc finalement, quand vous vous attaquez à l'état de droit, quand vous attaquez à la démocratie, je voudrais savoir à quoi ça s'attaque. Encore que, ceux qui s'attaquent à la démocratie, souvent, ignorés c'est tellement grand, ils ignorent que c'est au nom de la démocratie qu'ils ont le droit de même s'attaquer, même d'exagérer parfois, quoi qu'on peut leur appliquer des tests après, de s'attaquer à ce que pensent les autres. Donc, au nom de la démocratie, on vient, on vous attaque, on dit ce que vous dites n'est pas bon, on n'est pas d'accord. Mais au même moment, on dit nous, on n'est pas pour la démocratie. Nous, on veut la dictature. Nous, on veut des coups d'État un peu partout, comme ça se passe là. Nous, on veut ceci et cela. Et finalement, vous observez des chefs d'État d'Afrique francophone qui se permettent en public d'aller devant des opérateurs économiques d'autres pays, d'autres puissances occidentales, pour confesser que le recul démocratique dans leur pays a permis de pouvoir vendre de l'énergie électrique à la Chine. Dans un État sérieux, si on était tous éduqués, ce propos-là devait être déféré devant le juge constitutionnel pour constater que ce chef d'État qui parle, dans son pays, la loi fondamentale a dit que c'est la démocratie qui est la condition, c'est la démocratie que vous avez choisie. Mais lorsque le premier, le chargé même de l'exécution des décisions de justice, va, garant du respect de la Constitution, va et dit que lui, le recul, c'est-à-dire il confesse, il reconnaît, il est fier, il en est fier. Il le dit ouvertement. Je pense que, comme l'a dit le professeur tout à l'heure, il se pose un problème. Cela voudrait dire qu'à la tête de nos États, nous avons des gens, je l'ai dit la fois dernière, nous avons des gens qui ne sont pas démocrates. Et j'ai dit, Freddy Chebet l'a dit, qu'on ne peut pas parler de démocratie si vous n'êtes pas démocrate. Il n'y a pas de démocratie sans démocrate. Donc, nous allons travailler à ce que nous ayons des démocrates. Et le danger aujourd'hui, puisqu'on n'enseigne pas ces règles, et qu'il y a un vent développementaliste qui vise à mettre les libertés fondamentales en veilleuse, nous risquons, dans les prochaines années, d'avoir de véritables dictateurs qui parviennent au pouvoir sous le couvert de la démocratie. Donc des élections apparemment libres et transparentes. Monsieur Adélacou, vous le savez très bien, cette émission a un caractère pédagogique. C'est pour que nous ne puissions pas nous retrouver avec le sentiment d'être en dictature les années à venir, que l'on éduque les citoyens à travers le bon citoyen. Absolument. Cette émission qui a été réalisée sous le couvert d'Eden TV Bénin. Alors, quand je vous suis un peu, est-ce que la démocratie, en réalité, n'est pas dynamique? Est-ce que ce n'est pas dans une démarche de connaître le mieux-être pour les populations que parfois les dirigeants sont tenus de verrouiller ce que vous appelez, par exemple, les libertés fondamentales? La démocratie, vous avez dit à la réponse, ce n'est pas quelque chose qui est toute faite qu'on obtient et puis on s'arrête là. Vous voyez, c'est de jour en jour, on travaille, même toutes les grandes nations, l'Allemagne, peu importe les États-Unis. Vous avez vu quand les partisans de Donald Trump ont envahi le Capitole. Donc, c'est des choses sur lesquelles on travaille. On n'a pas dit qu'on y est, mais on travaille de façon permanente.
ce n'est pas parce que l'on veut le développement que l'on verrouille en réalité la démocratie. C'est parce que l'on n'est pas prêt à gouverner selon les principes et valeurs de la démocratie que l'on essaie de porter entorse aux règles et principes démocratiques. Je vais revenir à vous tout à l'heure parce que ce que vous dites là est très intéressant. Professeur. Je vais revenir sur des cas concrets puisque nous sommes en train de faire une réflexion pédagogique. Exactement. Allez-y, professeur. Je prendrai d'abord le cas de l'Allemagne. Ce n'est pas la démocratie qu'Hitler est arrivé au pouvoir. Les citoyens ne sont pas éduqués. Vous avez vu comment cela a fini. 6 millions de morts pour les Juifs. L'Europe occupée. Ça a été la guerre, la destruction de l'Allemagne. Les Allemands en ont tiré les leçons. L'éducation est imposée à travers les partis politiques pour que plus jamais cela ne se répète. Vous prenez nos constitutions. On dit, nous sommes un État, nous sommes une république. C'est quoi la république? La république, à la différence de la monarchie, la république, c'est d'abord une forme de gouvernement et une forme d'État. En tant que forme de gouvernement, à la différence de la monarchie, il n'y a pas de pouvoir gouvernemental héréditaire. Il n'y a pas de président héréditaire. Il n'y a pas de député héréditaire. Les gouvernants sont élus pour un temps. Premier élément. Parce que la forme gouvernementale est fondée sur l'élection, la République devient une forme d'État où s'applique la souveraineté du peuple. On n'arrive au pouvoir que par la volonté du peuple. Quand vous prenez la Déclaration universelle des droits de l'homme, ce que reprend également la Charte africaine des droits de l'homme, on dit que l'autorité des gouvernants, le fondement de leur autorité, c'est la volonté des citoyens exprimée à travers des élections libres et transparentes. Ce qui veut dire que les gouvernants n'ont pas un droit subjectif à avoir le pouvoir. Vous prenez le Togo, vous prenez le Gabon, vous prenez le Cameroun, ce qui est en préparation aujourd'hui, vous prenez le Tchad. Nous avons assisté à un pouvoir exécutif héréditaire de père en fils. Et pourtant, c'est dit dans leur constitution que ce sont des républiques. Quels sont les citoyens qui ont réagi par rapport à cette déviation de le terme république qui est inscrit au fronton de cette constitution? C'est-à-dire que... Je n'ai pas fini. D'accord. On évoque le développement. C'est quoi le développement? J'ai l'habitude de dire que le développement, c'est le pain et la liberté. S'il n'y a pas la liberté, il n'y a pas de développement. D'autant plus que le préambule de notre Constitution précise que la justice, la garantie des droits des citoyens sont les conditions indispensables, nécessaires au développement véritable, harmonieux des citoyens, tant dans leur dimension temporelle, spirituelle que culturelle. On ne peut pas dire nous allons supprimer les libertés pour votre bien-être, parce que le bien-être suppose que vous êtes libre. C'est quoi la démocratie? La démocratie, on dit jamais pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ce qui suppose que la démocratie est d'abord un mode d'accession au pouvoir. Mais ne s'arrête pas là. C'est aussi une finalité. Travailler pour le bien-être de l'ensemble des citoyens, pour garantir leur liberté. Parce que nous sommes aujourd'hui au Bénin plus de 13 millions de citoyens. La démocratie étant, de façon étymologique en grec, le pouvoir du peuple, je vois 13 millions de citoyens s'asseoir pour délibérer sur les questions de gestion de l'État. D'où cette démocratie, cette souveraineté saisie à travers des représentants élus pour un temps, mais à qui on donne une finalité. Je l'ai dit, le pouvoir du peuple, par le peuple ou ses représentants, et pour le peuple. Pour le peuple suppose qu'on travaille pour améliorer la situation des citoyens. Quand nous oublions ces éléments, dès que nous avons le pouvoir,
nous estimons que nous pouvons tout nous permettre, nous ne pouvons pas rendre compte. Donc, c'est pour cela que l'éducation civique est importante, pour que nos gouvernants eux-mêmes comprennent les limites de leur fonction. Mais qui sont ces acteurs-là qui doivent pouvoir aider nos dirigeants, par exemple, à mieux cerner tous ces fondamentaux auxquels vous venez de faire allusion, notamment la République? Par exemple, moi je vous ai dit que notre Constitution rappelle que dans tous les cycles de formation, on doit assurer l'enseignement des droits de l'homme. Que dans les programmes aussi des formations des militaires, on doit le faire. Est-ce que vous savez que dans notre Constitution, il est dit la garantie du respect du droit à la vie? Est-ce que vous savez que dans notre Constitution, il est dit que l'agent public est tenu de désobéir lorsque l'ordre donné est contraire à la Constitution? Quand un chef dit à un soldat de tirer sur un citoyen, s'il avait lu la Constitution, il ne va pas exécuter cette loi. Même si la discipline et la force des armées, il y a des limites. Parce que tout ce pouvoir s'exerce selon des règles bien précises pour éviter l'arbitraire. D'où l'utilité de l'éducation. Parce qu'on ne sait pas, j'ai exécuté des ordres. Mais l'ordre est contraire à la Constitution. Et la Constitution vous demande de vous délier de votre devoir d'obéissance si cette Constitution si l'ordre est contraire à la Constitution. Lorsque le chef de l'État au Bénin, dans notre Constitution, conformément à l'article 68 de la Constitution, utilise ses pouvoirs de crise, il est dit que le chef de l'État qui prend en Conseil des ministres les mesures exceptionnelles ne doit pas suspendre les libertés garanties par la Constitution. Alors que dans d'autres États, il peut le faire. Mais nous, compte tenu de notre passé où nous avons vécu la violation massive des droits humains, même en période de crise, même si l'intérêt du territoire est menacé, même si le fonctionnement des institutions ce fonctionnement est bloqué, même si le chef d'État ne peut pas respecter ses engagements internationaux à cause de cette situation de blocage, il peut prendre toutes les mesures, mais ne pas porter atteinte aux libertés fondamentales. C'est inscrit dans la Constitution, je ne l'invente pas. Mais quand on ne s'approprie pas cela, on ne peut pas se battre pour sa défense. Mais comment... Regardez un peu en France les gilets jaunes. Des gens qui manifestent. On ne peut pas interdire les manifestations. On peut les encadrer pour ne pas perturber. Et c'est parce que nous n'avons pas cette culture que même dans la circulation, vous avez le code de la route. Quand vous ne respectez pas le code de la route, vous arrivez à un carrefour, personne ne peut circuler. On est bloqué. Donc il faut que nous ayons le réflexe de respecter des règles. C'est ça qui garantit notre liberté et notre épanouissement. Vous aviez tout à l'heure, au cours de l'une de vos interventions, rappelé que vous avez saisi la Cour constitutionnelle pour demander à ce qu'on puisse établir un acte consacrant qu'effectivement, on a du mal aujourd'hui à éduquer les concitoyens béninois. Quel a été le retour de la Cour constitutionnelle par rapport à cette saisine? Le retour de la Cour constitutionnelle, en résumé, c'est que la Cour a constaté que ce droit-là, qui est consacré à l'article 40, en réalité est un droit programmatique. Le professeur est là et je l'ai dit la fois dernière, on parle de droit programmatique quand on considère que c'est un droit qui ne peut être mis en œuvre qu'en fonction de la disponibilité des ressources de l'État. Donc l'État du Bénin, prétestant où on considère que l'État du Bénin et les autres États aussi des pays d'Afrique n'ont pas les ressources pour faire respecter une disposition constitutionnelle qui a été logée dans la Constitution depuis 1990. Oui, cela voudrait dire quoi? Depuis 34 ans que la disposition est là, l'État n'a toujours pas les moyens de former les forces armées, les enseignants, les papas, les mamans, nos mamans au marché, tout le monde, sur une question qui nous transforme en de bons citoyens. C'est une question qui nous transforme, qui nous permet d'avoir les leviers pour accompagner l'effectivité de la démocratie. Oui, mais le mal. Avant que vous parliez du mal, quand vous parlez de 34 ans, ça donne l'impression qu'on a déjà passé suffisamment de temps. L'État a quand même aussi le devoir et l'obligation de travailler à l'éducation, à la santé, à l'environnement. Est-ce que ce n'est pas beaucoup de choses? Ça vous interrompt. Travailler à l'éducation, il faut voir les éléments de l'éducation. Qu'est-ce que ça coûte de mettre dans le programme d'éducation l'enseignement de la Constitution? C'est peut-être parce que ça coûte très cher à l'État aujourd'hui. De dire enseigner la Constitution dont le texte est disponible sur Internet un peu partout. Moi j'ai fait des écoles catholiques.
on nous a appris, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. C'est-à-dire que c'est ce que tu gagnes qui te permettra de vivre par ton travail. Ça peut lutter contre la corruption, par exemple. Ce genre d'éléments participe d'une éducation qui ne coûte rien. Qu'est-ce que ça me coûte de dire le Bénin est limité au nord pas, est limité au sud pas, ou l'océan Atlantique? C'est dans un programme de formation. La Constitution est disponible. Pourquoi ne pas donner aux étudiants de faire des commentaires ou des analyses sur la Constitution? Même déjà les écoliers. Quel est le rôle du président de la République? Il n'est pas un roi. Il est élu pour un temps. Notre Constitution dit, nul de sa vie ne peut faire plus de 2 mandats. Même s'il modifie sa Constitution, il n'a pas modifié sa vie. Ce qui veut dire que lorsqu'il a fait 2 mandats, il ne peut plus revenir sous quel prétexte que ce soit. Ça permet aux citoyens de comprendre que s'il y a quelqu'un qui veut dire « j'ai fait 2 mandats, je vais modifier la Constitution », on va dire « nul ne peut de sa vie faire plus de 2 mandats ». Et ça, c'est une dynamique démocratique. C'est une dynamique. On peut l'enseigner. Ça n'a pas besoin d'avoir, de dire « il faut que je mobilise des milliards » pour l'enseigner. Le texte de la Constitution est disponible. Qu'est-ce que ça coûte de le commenter devant des écoliers? L'enseignant est payé pour ça. Alors, professeur Théodore Rouleau, à vous entendre, on a le sentiment qu'on peut faire beaucoup de choses sans grands moyens. Et puis, je serais quand même taxé d'un journaliste n'ayant pas joué convenablement ma mission, en ne vous posant pas la question de savoir qu'est-ce que vous avez pu faire, par exemple, en tant qu'ancien président de la Cour constitutionnelle de notre pays pour favoriser que cet environnement-là, aujourd'hui, soit mis en place. Je voudrais rappeler que la Cour constitutionnelle n'est pas là pour enseigner, mais pour faire respecter la Constitution. Je donne un exemple. La ministre Djibril Fatoumata, je crois, qui était ministre de l'Agriculture du président Yahya Boni, a dit que si le peuple voulait, le président Yahya Boni peut faire un 3e mandat. Et que le président des États-Unis, Roosevelt, a fait plus de 2 mandats. La Cour a été saisie. J'étais président de la Cour constitutionnelle. Nous avons dit, il y a la liberté d'expression, mais nous sommes tenus de respecter la Constitution. D'abord, aux États-Unis, nulle part il n'est dit, avant Roosevelt, que le président doit faire 2 mandats. C'est George Washington qui a fait 2 mandats. On a insisté pour qu'il fasse un autre mandat. Il a refusé. La règle a été respectée. Roosevelt est arrivé en 1932. Il y a eu la 2e guerre mondiale. À cause de la guerre, il a eu un 4e mandat. Il est mort en cours de mandat. Truman, son vice-président, lui a succédé. En même temps, en 1947, ils ont inscrit dans la Constitution mettant des États-Unis un amendement pour dire que lui ne peut faire plus de 2 mandats. Nelson Mandela a fait 27 ans en prison en luttant pour la libération, pour le droit des Noirs. Il est arrivé au pouvoir en 1994. Son mandat n'est pas limité. Son mandat n'est pas de 5 ans, n'est pas de 7 ans, c'est de 4 ans. Il a fait 4 ans. Il était heureux de partir du pouvoir. Parce que j'ai accompagné le président Soglo qui dirigeait la délégation des observateurs de l'OUA pour les élections de 1998 et nous a reçus au palais. Il était heureux de nous dire comment il va s'occuper de ses petits-enfants, ainsi de suite. Celui qui a fait 27 ans en prison, même s'il voulait mourir au pouvoir, on le lui reconnaîtrait. Aujourd'hui, Nelson Mandela est adulé. Sa statue se trouve devant le Parlement à Londres. Les présidents américains et autres, quand ils vont en Afrique du Sud, ils veulent aller s'incliner sur la tombe de son président. Or, dans les pays francophones, nous avons tendance à croire que nous sommes immortels, que nous allons mourir au pouvoir. Je dis généralement aux gens, d'accord, vous êtes indispensables, mais est-ce que vous savez que Jésus est le Fils de Dieu? Il est mort, il est ressuscité. Est-ce qu'il est encore là? Mais quand il était là, le catholicisme était limité à Israël. Depuis qu'il est parti, le catholicisme s'est étendu en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique. Nul n'est indispensable. Et c'est l'alternance qui permet de découvrir des talents. Celui qui peut arriver peut faire mieux ou peut faire moins. Mais au moins, on l'aura expérimenté. Or, nous croyons que nous sommes indispensables. Tout ceci participe de l'éducation et les citoyens, malheureusement, pensent que, bon, celui qu'ils envoient
il va aller s'enrichir là-bas. Avant qu'il n'aille là-bas, il faut qu'il nous paie. Lorsqu'on veut faire les élections, on se fonde sur la générosité du candidat, on ne voit pas la qualité de son programme. Et j'ai eu une illustration que je rappelle souvent. Le président Ansoglo, candidat au renouvellement de son mandat à la mairie de Cotonou, à Kadjaou, tenait dans une salle de meeting et disait aux gens qui étaient dans la salle, ne prenez pas l'argent des autres candidats. Personne ne réagit. Ne prenez pas l'argent des autres candidats. Salle silencieuse. Ne prenez pas l'argent des autres candidats. Salle absolument silencieuse. Et il dit, prenez leur argent, mais votez pour qui vous voulez. Et la salle dit, c'est maintenant que vous parlez juste. Pour montrer que c'est l'argent qui les intéresse, ce n'est pas la qualité du programme, allant dans le sens de leur propre épanouissement qui les préoccupe. Or, si nous avons notre éducation, nous saurons que ceux que nous envoyons au pouvoir, ce sont nos serviteurs, parce qu'ils sont payés par les impôts que nous payons en tant que contribuables. Les réalisations qu'ils font, c'est par rapport aux taxes qu'ils perçoivent, ce n'est pas de leur poche qui sortent de l'argent pour qu'on puisse les applaudir, pour dire « Ah oui, tu as bien fait, et tu as bien fait ». Ce n'est pas un acte de générosité, c'est l'utilisation rationnelle de l'argent que nous avons cotisé à travers les impôts et les taxes. C'est cette culture démocratique qui fait que nos démocraties, malheureusement, ne fonctionnent pas. Dans certains pays africains, on a tendance à croire que le pouvoir doit se conquérir par la force. Professeur, nous tendons progressivement et sûrement vers la fin de cette émission, Le Bon Citoyen. Mais avant de pouvoir clôturer, nous allons aller à vous, monsieur Allé Lacombe. Dites-nous déjà hein, le regard que vous portez sur... Ah non, excusez-moi, je n'ai pas fini. Donc, quand nous avons été saisis par la Cour constitutionnelle, nous avons dit que cette dame, malgré cette liberté d'expression, a violé la Constitution qui précise la limitation des mandats. Nous avons fait œuvre de pédagogie pour montrer qu'un responsable ne veut pas dire un chef de l'État dont le mandat est limité qui peut faire un troisième mandat. J'entends dire aujourd'hui des députés dire le président Talon peut faire un troisième mandat, peut faire 10 ans, peut faire au-delà. Nous savons que c'est juste pour faire plaisir au chef de l'État que certains se permettent de le dire. Doit les rappeler et à l'ordre. Nous sommes en démocratie. Est-ce que c'est le chef de l'État qui doit les rappeler à l'ordre ou ce sont les institutions de la République qui ont reçu... Parce que ce sont des députés qui sont de la majorité et parlementaires. On va croire que c'est le chef de l'État qui suscite ces propos. D'où son obligation de les rappeler publiquement à l'ordre. Le président a toujours dit que lui, il n'est pas intéressé par la révision, il n'est pas intéressé par le troisième mandat. Il a été interrogé par des journalistes, il a tout dit qu'il n'est pas intéressé par le troisième mandat. Et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas un acte aujourd'hui qui prouve qu'il veut faire un troisième mandat. Voilà. Donc ce geste également participe de cette volonté qu'il a de respecter la Constitution pour que les citoyens comprennent que, ah, attention, il y a des choses qu'il ne faut pas dire pour dire je vais faire plaisir. Faire plaisir, ce n'est pas violer la Constitution. On va peut-être revenir sur une deuxième partie de cette émission plus tard. Monsieur Allé Lacombe, est-ce que vous partagez ce sentiment, avant de clôturer, que effectivement, il est urgent aujourd'hui pour le chef de l'État, par exemple, de ramener sa troupe un peu plus à la raison, puisque lui-même, il a toujours eu la chance de dire qu'il ne ferait pas un troisième mandat. Mais malheureusement, certains députés de la mouvance présidentielle continuent par dire dans la presse, par exemple, que ce serait intéressant de voir le chef de l'État briguer un troisième mandat, alors que la loi fondamentale ne le permet pas. Puisque nous sommes sur une émission qui éduque nos populations à savoir les meilleurs comportements à adopter. Malheureusement, vous constatez que c'est la conséquence de l'inculture. C'est ce que nous sommes en train de dire, l'inculture démocratique, et puis on n'a pas les éléments essentiels. Sinon, le chef de l'État n'a même pas besoin de vous dire ne faites pas. Si le chef de l'État le disait, ce sont ces députés-là, en réalité, qui devaient lui dire, monsieur le président, vous n'en avez pas le droit. Mais il se fait que ce sont les députés, consorts et les jeunes, bon, voilà, qui chantent la chose alors que c'est une chose interdite. Et aujourd'hui, le chef de l'État, je l'ai dit, étant quand même garant de la Constitution aussi, il doit pouvoir leur rappeler à l'ordre pour leur dire voilà ce qu'il faut faire. Et l'autre chose, je vais conclure pour dire, on dit qu'il n'y a pas de l'argent pour l'éducation aux droits humains, mais dans quelques jours, vous allez apprendre encore qu'il y a des malversations de 5 milliards, de 10 milliards, de 15 milliards, comme on l'entend, mais quand il s'agit de former, il n'y a pas de l'argent.